Ça marche? Ça marche. Bonsoir. Petite conférence du coup sur les questions de sécurité informatique. J'ai appelé ça les bases, autodéfense numérique. Bon, on est sur quelque chose qui ne demande pas de compétences très poussées dans l'informatique. Je le veux pédagogique. Il y a sûrement des trucs où vous allez vous dire, vous allez peut-être grincer des dents parce qu'il y a des trucs que j'ai volontairement vulgarisés. Et à chaque fois qu'on fait un travail de vulgarisation, on perd l'information réelle. Donc juste m'en veuillez pas pour ça. Et je ne suis pas développeur, voilà, je tiens à le préciser aussi parce que je sais que je suis minoritaire dans cette salle. Voilà. Alors, un petit plan. On va parler d'abord, ça va un peu décrescendo sur les choses les plus importantes, hein. Donc on commence par le plus important, c'est un outil très utile qui s'appelle le modèle de menace. On va parler d'identité, on va parler d'authentification, de données hors ligne et de données en ligne. Pour la question du modèle de menace, peut-être que certaines ici connaissent déjà cet outil. C'est juste un papier, un crayon et répondre à 5 questions relativement simples. La première, c'est qu'est-ce que je veux cacher? Alors, qu'est-ce que je veux cacher? Ça peut être je veux préparer un anniversaire surprise pour quelqu'un dans 2 semaines. Mais ce que je veux cacher, c'est je suis un militant ouïghour en Chine. Et évidemment, les questions suivantes, vous devinez vite qu'elles ne vont pas être les mêmes selon ces 2 situations-là, quoi. Deuxième question, du coup, c'est à qui? La troisième, la probabilité que je doive le cacher. Parce que les informations qu'on veut cacher, mais en fait, c'est peut-être pas forcément utile de cacher parce que soit tout le monde s'en fout, soit juste c'est pas très utile, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment une question. Il y a un peu d'introspection dans ces questions-là. Quatrième question, qui est peut-être la plus difficile à appréhender, c'est qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Ça, c'est de connaître faut connaître un peu les capacités, les volontés de son adversaire ou ses adversaires. L'adversaire, ça peut être extrêmement large, hein. Ça peut être juste quelqu'un qui veut connaître cette information, pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal physiquement. Et la dernière question, c'est quels efforts suis-je prêt à déployer pour y arriver, donc à cacher cette information. Et c'est seulement là qu'on rentre dans la partie technique, en fait. Donc les 4 premières, vraiment un papier, un crayon. Donc, comme je le disais, ça va dépendre de la situation. L'anniversaire surprise, j'aime bien, parce que bon, c'est un truc, tout le monde a été plus ou moins impliqué dans ce genre de complot, d'organiser un anniversaire à quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Bon, là, par exemple, les enjeux de cette question-là, c'est, mince, il le sait, c'est juste un anniversaire. C'est plus un anniversaire surprise. Bon, l'enjeu n'est pas méga important, c'est juste, c'est un peu moins fun, quoi. J'ai mis préparation d'une action musclée. Vous mettez ce que vous voulez derrière le mot musclé, hein, c'est pas forcément illégal. C'est juste la maréchaussée pourrait s'intéresser à ce que vous faites, mais ça peut être un sit-in, hein. La maréchaussée s'intéresse au sit-in. Militant ouïghour vivant en Chine. Et puis en fait, voilà, le niveau ultime, je considère, c'est Edward Snowden. Tout le monde voit qui c'est, Edward Snowden, ou consultant de la NSA, qui en 2013 a révélé énormément d'informations de cette agence de surveillance américaine. Et en gros, comme c'est une agence qui pompe énormément d'argent du budget militaire américain, qui est déjà en soi extrêmement conséquent, c'est le jour où on s'est rendu compte que les paranoïaques n'étaient pas assez parano, en gros. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir 5 PC, dont 3 ne sont jamais connectés à Internet, et qui met des mots de passe avec des caractères cyrilliques. Ça tombe bien parce qu'il est en Russie, du coup. Il a l'asile en Russie. Il n'a peut-être pas parié sur le bon cheval, mais c'était le seul pays qui lui proposait l'asile. Un truc par rapport au modèle de menace, et qui est très bien illustré par cette petite BD du très bon blog XKCD, qui parle d'informatique, de sciences et de sécurité informatique, c'est que le modèle de menace permet d'identifier c'est quoi la vraie menace, en fait. Et là, comme on le voit, très rapidement, quand on commence à parler de cryptographie, on arrive sur les technologies extrêmement complexes. Voilà, on se dit, la police, elle va faire tourner des PC ultra complexes pour péter mes mots de passe. Puis en fait, c'est plutôt la case de droite qui arrive, hein. C'est, on va lui casser les genoux avec une clé à molette, et puis à bout d'un moment, il va donner son mot de passe, quoi. Alors, évidemment, en France, en tout cas, j'ai pas lu d'article qui montre qu'on casse les genoux à la clé à molette pour trouver les mots de passe. Mais en fait, cette clé à molette, suivant les pays et suivant notamment les juridictions, elle prend des formes très différentes. Et par exemple, la clé à molette française, c'est une loi qui a été votée en 2010 qui fait que c'est un délit, dans certaines situations, de ne pas donner des clés de déchiffrement. Alors, pour l'instant, c'est souvent des situations, attention, il y a un attentat terroriste qui se prépare ou un crime, et on a de fortes suspicions que les éléments que vous avez chiffrés peuvent empêcher ce crime, ou en tout cas amener sur la piste des responsables. C'est seulement dans ces situations-là. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, ce cercle de raisons s'élargisse, et qu'un jour, mauvais endroit, mauvais moment en manif, on vous demande de décoder telle ou telle chose, voilà, pour une raison un peu plus futile qu'empêcher un attentat. Ça, c'était pour le modèle de menace.
Pour les identités, alors qu'on en ait conscience ou non, je pense que ça va surprendre personne ici, on a de multiples identités. On ne parle pas de la même manière à ses collègues de boulot, qu'à sa famille, qu'à ses amis, en ligne, et encore en ligne, ça dépend. On ne parle pas de la même façon sur le site de la CAF que sur Tinder, ou alors c'est chelou. Dans le milieu militant, il y a également des codes, et ça dépend des milieux militants. L'utilisation de pseudonymes, par exemple, peut être assez fréquent dans certains milieux militants, pas dans d'autres. Ça dépend du milieu. Donc voilà, il faut juste essayer d'avoir une idée, que ce soit en ligne ou hors ligne, de ces multiples identités, et donc la première règle, apprendre à les cloisonner. Comme je disais, dans les milieux militants, il y en a certains où les personnes ne connaissent même pas leur nom, on n'utilise que des pseudos. Ça peut être des pseudos qui ressemblent à des vrais noms, ça peut être des pseudos qui ressemblent à des pseudos. Hein. Si je me fais appeler Tartiflette, je pense que tout le monde va savoir que mes parents n'ont pas fait une connerie à la naissance, quoi. Donc l'utilisation de pseudo, c'est une manière de compartimenter. Et je mets vraiment clairement pseudo avec un S. Hein. C'est-à-dire qu'utiliser le même pseudo partout, sur tous les sites, c'est une manière, et surtout des pseudos qui sont très spécifiques, ça va être une manière de faire des liens entre ces différentes identités. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive à connecter les points ? Mais là, je parle juste d'informations qui sont potentiellement accessibles publiquement. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive à connecter les éléments que vous avez modifiés sur Wikipédia, parce que vous avez un compte Wikipédia, à un pseudo que vous avez lâché du coup, sur votre page LinkedIn, parce que vous êtes fier de contribuer à Wikipédia, et du coup, ce compte Wikipédia est lié à votre identité réelle, et votre identité réelle peut être liée à d'autres identités, en fait. La question, c'est toujours qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec ces informations, et c'est pas forcément l'idée de j'ai rien à cacher sur Wikipédia, j'ai rien à cacher sur LinkedIn, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un pont entre ces différentes identités. Il y a ne pas divulguer d'informations personnelles, c'est à mettre entre parenthèses, parce que si vous avez un compte LinkedIn, c'est peu probable que vous y soyez sous pseudo. Et c'est un peu un endroit où on partage des infos qui sont plus ou moins vraies. Je ne mens pas sur mon CV, mais il y en a qui le font, voilà. Il y a la question de savoir à qui faire confiance, et puis identifier les traces que l'on peut laisser, qu'elles soient numériques ou non. Et j'insiste là-dessus, en fait, même si on parle d'autodéfense numérique, c'est con, mais on pense rarement un papier, un crayon, des notes, et puis en fait, on fait pas gaffe à la prise de notes. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons que vous faites une conférence sur un sujet qui est un peu sensible. Vous mettez ce que vous voulez derrière cet adjectif, et c'est une conférence qui est sur inscription, et en fait, les personnes qui gèrent la conférence, elles ont décidé de mettre les prénoms, les noms des personnes qui doivent s'inscrire sous leur identité réelle, parce qu'il va y avoir un contrôle d'identité à l'entrée, et il y a une adresse mail. Donc on a nom, prénom, adresse mail, et puis les gens qui sont aux entrées, on leur donne les registres, et puis elles check, voilà. La conférence se passe, tout se passe bien, etc. Qu'est-ce qui se passe de ces registres, en fait ? C'est toujours la question de qu'est-ce qui se passe. Il est très probable que si quelqu'un les récupère, ce sera pour les mettre à la poubelle. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend en photo ce registre et les met sur les réseaux sociaux ? Toujours, ça dépend du contexte et la manière dont on va appréhender ce registre papier, qui certes est basé sur des données numériques, mais finalement elle laisse une trace très réelle. Ça va dépendre du contexte, en fait. La question de l'authentification, qui est très liée en fait avec le point précédent. Sur Internet, on multiplie très vite les accès. Petit sondage, là, on va en parler juste après. Qui utilise un gestionnaire de mots de passe ici ? C'est bien. On va en parler juste après. Comme on multiplie les accès, on multiplie les codes qu'il faut retenir, et on va en parler, mais la question c'est comment on fait pour retenir tous ces accès, comment on fait pour changer ces mots de passe régulièrement, comment on fait pour faire des mots de passe suffisamment robustes, comment on fait pour mettre en place de la double authentification. Et là, je crois que j'ai un peu trop vite par rapport à mes slides, mais bref. Et donc oui, voilà, on va multiplier les accès de banques, de réseaux sociaux, du site des impôts, de forums qui peuvent être tout à fait anodins, forums qui parlent de Pokémon comme des forums militants par exemple, et les informations sur ces différents forums vont être cloisonnées différemment. Les règles de sécurité ne vont pas forcément être les mêmes, que ce soit les vôtres ou les personnes qui administrent ces sites-là. Et du coup, pour la question des mots de passe, on va revenir sur des choses qui sont des rappels de base. Par habitude, mais vraiment par habitude ou par flemmardise, on utilise des mots de passe faibles. On a tendance, surtout quand on nous demande un mot de passe au pied levé, de mettre des choses dont on peut retenir facilement. Ça va être les exemples de base et les mots de passe les plus utilisés, ça va être les touches du clavier qui se suivent, ça va être password ou ça va être mot de passe. Là, j'ai mis que des exemples que je vois dans le cadre de mon taf ou dans une boîte où il y a 400 personnes. Et les mots de passe sont sur des post-it, sur les écrans. Voilà, ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Je pense que je vous apprends rien en disant ça, mais c'est bien de rappeler les bases, quoi, comme j'ai appelé l'atelier de ce soir. Faut éviter les informations personnelles, et surtout si ces informations personnelles, elles peuvent être retrouvées d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les réseaux sociaux ou par une conversation à la machine à café. Si vous utilisez le mot de passe de votre chien et qu'à la machine à café, vous parlez souvent de votre chien, voilà, potentiellement, quelqu'un a tout ou partie de votre mot de passe, quoi.
Donc, il faut éviter les informations personnelles. Et du coup, l'autre question, plus qu'avoir un mot de passe fort, c'est d'éviter d'utiliser le même partout. Et il y a une analogie qui marche assez bien, c'est l'analogie des clés. On voit tout de suite le problème si on utilise la même clé pour ouvrir sa boîte aux lettres, le canard de son vélo, sa maison, sa voiture et un coffre qu'on peut avoir chez soi. Si c'est tout le temps la même clé, quand bien même elle est sécurisée, ça pose un problème le jour où on la perd. Et c'est un peu la même chose en ligne, en fait. Et récemment, il y a quelques mois, je crois, il y a Vinted, par exemple, qui s'est fait pirater. Je mets des guillemets, alors je précise pour les gens qui vont juste entendre l'audio, je mets des guillemets parce qu'en fait, c'est pas vraiment Vinted qui a été piraté, c'est que les mots de passe de gens qui ont des comptes Vinted ont été piratés sur plein d'autres sites. Et donc, il y a des pirates qui se sont juste connectés à la chaîne sur tous les comptes auxquels ils pouvaient se connecter sur Vinted et ils ont siphonné les cagnottes des comptes Vinted. Alors, Vinted a plutôt bien réagi en disant « on rembourse tout le monde », mais ils ont quand même mis un « mais » en disant « c'est pas nous, nous on a bien sécurisé, mais on rembourse tout le monde quand même ». Mais ils ont dit « voilà, la faille vient pas de nous, la faille vient du fait que les gens ont utilisé le même mot de passe sur plusieurs accès ». Donc ça, c'est vraiment important. C'est toujours la question de je peux avoir le mot de passe le plus sécurisé du monde, s'il fuite, il devient instantanément très peu sécurisé en fait. Et s'il est utilisé partout, il va falloir changer ces 150 accès un peu partout, quoi. Pour la question du mot de passe fort, alors en fait, mot de passe, il faudrait arrêter d'utiliser ce terme-là, il faudrait plutôt dire phrase de passe. Et en sécurité informatique, c'est un terme qui vient de plus en plus remplacer le terme mot de passe. Parce qu'un bon mot de passe n'est pas un mot mais une phrase, donc il faut penser que associer plusieurs mots sera toujours plus sécurisé que de trouver quelque chose de plus court, mais potentiellement de plus complexe, avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Et en fait, c'est plus simple à mémoriser, en fait, tout simplement. Donc, si vous mettez 3 mots tirés au hasard du dictionnaire français, ou encore mieux, si vous maniez plusieurs mots de différentes langues, vous avez un mot de passe très sécurisé. Quand bien même vous n'avez pas mis de chiffres, quand bien même vous n'avez mis que des minuscules. Ça reste très intéressant comme mot de passe, quoi. J'ai mis une recommandation de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité et systèmes d'information, si je ne dis pas de bêtises. Très bonne ressource. Il y a des ressources grand public. Alors, il y a des ressources un peu techniques, mais il y a des ressources grand public. Il s'avère que le document qui parle des mots de passe est vraiment très accessible et il donne les bonnes façons de créer des mots de passe et de les mémoriser. Il parle des gestionnaires de mots de passe, on va en parler juste après. Et eux, ils considèrent, donc, en 2023, qu'en dessous de 12 caractères, vous avez un mot de passe faible. Peu importe la complexité. C'est vraiment la complexité qui va jouer. J'ai mis un site, il en existe d'autres, pour tester ces mots de passe, alors qui est hébergé sur le site Kaspersky. J'ai lu cet après-midi, je ne savais pas que Kaspersky est une boîte russe. À vous de voir si vous voulez mettre votre passe sur une boîte qui est gérée par la Russie, mais je ne pense pas qu'il y a de problème, hein. Ils ont des filiales, et puis le site est encore accessible en France, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, j'ai plutôt confiance sur ce test-là. Il y en a d'autres, hein. Il y a How Secure is my password, que certaines peut-être connaissent ici, mais il y a d'autres moyens de tester. En fait, le test, ça va être en combien de temps un ordinateur de bureau va casser votre mot de passe, en fait. Et pour peu qu'il dépasse les 12 caractères, même si c'est que des minuscules, on parle en dizaines d'années. Donc c'est vraiment la taille qui va être importante. Gestionnaire de mots de passe. Vraiment, s'il y avait un conseil à retenir sur la question des mots de passe, c'est d'en utiliser un. Encore une fois, il en existe plusieurs. Et en fait, l'idée, ça va être ni plus ni moins un coffre-fort sécurisé et protégé par une phrase de passe. Et donc, j'ai mis potentiellement de la MFA, Multifactor Authentication, donc authentification multifacteur. Authentification multifacteur, en 2 mots, c'est... alors je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs dans mes slides. L'idée, c'est qu'on va se baser sur 3 choses. Enfin, double facteur, on va se baser sur 2 choses. Ce que vous savez, ce que vous détenez et ce que vous êtes. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez marier. Ce que vous savez, c'est les mots de passe. Donc ça, tout le monde utilise au moins ce facteur-là. Ce que vous avez, ça peut être votre carte SIM. Donc, vous allez recevoir un code par SMS. En théorie, votre banque fonctionne comme ça. Ça peut être également une application de code temporaire, un code qui va marcher que 30 secondes en fait. Ça, c'est également dans ce que vous avez en fait, parce que c'est vous qui avez l'application qui va permettre de générer ce code-là en fait. Et enfin, le dernier, ce que vous êtes, ça va être la biométrie. Ça va être les empreintes digitales, les rétines, le visage plus communément. Donc l'idée, ça va être si j'avais un conseil à vous donner, c'est de mettre une phrase de passe, certes, mais de sécuriser votre base de données de mots de passe par un deuxième facteur. À vous de voir lequel. Il y en a des plus ou moins complexes, mais un deuxième facteur sur ce gestionnaire, ça peut être intéressant. J'en ai mis plusieurs. Donc KeePass, qui est une base de logiciels libres, et avec sa déclinaison qui s'appelle KeePass XC, qui est juste un changement au niveau du graphisme. Il y a Bitwarden, si je ne dis pas de bêtises, qui doit être libre également. Après, il y a des services
Dashlane, OnePassword. Peut-être que vous avez entendu parler de LastPass. J'en ai volontairement pas parlé parce qu'ils se font hacker à peu près tous les 6 mois. Alors, ils ne se font pas hacker la base de mots de passe, mais ça la fout mal, on va dire, pour un service qui protège les mots de passe. Et j'ai mis des petits logos. Alors après, voilà, il y en a un, j'ai une préférence. À vous de deviner lequel. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est une capture d'écran d'un mot de passe que j'ai testé sur le site dont je parlais juste avant, donc password.kaspersky.com. Et donc, j'ai mis un mot de passe et j'ai mis un gros carré noir, justement pour montrer que faire un mot de passe sécurisé, c'est pas forcément très complexe. Donc là, c'est un mot de passe qui va mettre plus de 10 000 siècles à être cassé. Avec un ordinateur de bureau, c'est toujours les petites lignes. Hein. Si quelqu'un fait marcher 3000 cartes graphiques en parallèle avec une puissance de calcul de ChatGPT, on va dire, ça va être beaucoup plus rapide. Mais on est sur un bon ordre de grandeur, quoi. C'est 10 000 siècles, c'est raisonnable. Il me dit également que mon mot de passe n'apparaît pas dans des bases de données. Alors, il se base sur un autre site. Je n'ai pas mis de capture d'écran, je ne l'ai pas mis en ressources, mais je vous conseille de le noter. C'est Have I been pwned. Alors, ça va être impossible pour moi de vous donner exactement l'URL, mais en gros, c'est un site qui va se baser sur les bases de données qui sont détectées dans le darknet, qui fuitent en fait, et qui va vous dire si vos identifiants ou votre mot de passe, c'est quand même rare que le mot de passe fuite, sont trouvés en fait. Et en théorie, si vous avez une adresse mail qui date d'il y a plus de 5 ans, il y a de grandes chances que votre adresse mail apparaisse dans au moins une fuite en fait. C'est pas grave, hein, ne jetez pas votre adresse mail pour autant, mais c'est probable que une adresse ici ou là est fuitée. Peut-être que vous avez entendu parler récemment là, du piratage qui a eu lieu. J'ai reçu le courrier de ma mutuelle là récemment, c'est pour ça que j'en parle. Pour les comptes, Amélie, les comptes Amélie Sécurité Sociale. Alors, ce qui a fuité, c'est le numéro de sécu. C'est génial parce que c'est un identifiant qu'on ne peut pas changer. Et c'est l'identifiant pour se connecter au compte Amélie. Nom, prénom. Si je ne dis pas de bêtises, nom, prénom. Alors du coup, s'ils ont votre numéro sécu, ils ont également votre année et mois de naissance et votre sexe. Et enfin, ils ont plein d'infos, mais ils n'ont pas... en fait, j'adore parce que les mails que les sécu envoient, c'est rassurez-vous, ils n'ont pas vos coordonnées bancaires et votre mail. Merci. Je suis super rassuré. Merci les gars. Et il y a 33 millions de comptes qui ont fuité. C'est fascinant. Pour l'anecdote, c'est un compte d'un professionnel de santé qui s'est fait pirater et il y a un logiciel qui a fait automatiquement du scrapping, quoi, qui a fait des connexions multiples à ce logiciel et qui a récupéré les données. Alors c'est une aberration en termes de sécurité informatique parce qu'en fait, au-delà de 4 ou 5 demandes à la minute, le truc aurait dû se bloquer en fait. Et là, il a pu le faire 33 millions de fois. Enfin, c'est démentiel, quoi. Donc vos numéros de sécu sont très probablement dans la nature. À vous de voir si c'est problématique ou pas. Moi, je considère que c'est problématique. Donc le mot de passe que j'ai mis, c'est tartiflette facochère. Voilà, j'ai mis 2 mots. Pas de caractères spéciaux, minuscules, majuscules. Moi, je vous conseille d'en mettre au moins 3, mais du coup, facile à retenir. Hein. Facile à retenir, et encore plus si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe pour le retenir, en fait. Mais à vous de voir, en fait, le gestionnaire de mot de passe, souvent, les gestionnaires de mot de passe vont intégrer un logiciel qui va permettre de générer des mots de passe, et c'est à vous de décider la complexité. Vous pouvez dire 128 caractères, chiffres, lettres, caractères spéciaux, caractères cyrilliques, vous pouvez rajouter l'alphabet chinois si vous voulez, et vous faites un truc blindé, et que vous n'aurez pas à retenir, parce que c'est votre gestionnaire qui retiendra pour vous. Mais il y a des mots de passe où on veut à la fois qu'on puisse les mémoriser facilement, et alors les mettre dans notre gestionnaire, ok, mais quand même les mémoriser facilement, parce qu'on est amené à les taper, et on ne peut pas faire de copier-coller, par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose, voilà, juste 3-4 mots, tartiflette, porcherie, facochère. Tartiflette, facochère. C'est facochère qui m'avait pensé à porcherie, bref. Et là, il y a une autre BD de XKCD, peut-être que vous connaissez déjà, qui résume bien la problématique, en fait. Qu'on a passé 20 ans, alors c'est un petit texte que j'ai enlevé pour faire rentrer, alors ça va peut-être être un peu petit là pour l'écran, mais en gros, on a passé 20 ans à dire aux gens de faire des mots de passe complexes, mais très courts. Donc là, vous avez l'exemple en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Donc là, c'est dur à mémoriser, quoi. On a fait des inversions de lettres par des chiffres, on a pris un mot, on a mis des majuscules à un endroit et on ne sait plus lequel, etc. Donc ça va être très complexe à retenir et ironiquement, ça va être très facile à casser pour une machine. Si vous faites tourner une machine, alors voilà, là je pense que... Alors c'est une BD qui date d'il y a quelques années maintenant, donc je pense que c'est plus 3 jours, mais une journée, à mon avis, à 1000 essais secondes. Et 1000 essais secondes, c'est très très peu, hein. La moindre carte graphique va vous faire 1 milliard de combinaisons à la seconde, hein, aujourd'hui. C'est vraiment le standard pour une carte graphique de base. Vous allez pouvoir faire des tests de façon extrêmement rapide et ça augmente. Donc là, par exemple,
La recommandation de l'ANSSI qu'on a vue tout à l'heure sur les 12 caractères, elle est valable pour 2-3 ans maximum. Ce sera 15 dans pas longtemps, ce sera 16, ce sera 20. Et déjà maintenant, la plupart des personnes qui bossent dans la sécurité informatique disent que tout compte critique doit avoir de la double authentification en fait. C'est un peu la règle à retenir. Tout compte qui a accès à des choses, vous pouvez péter des choses sur un réseau informatique, doit avoir un deuxième facteur d'authentification à côté du mot de passe, quoi. Et pour revenir du coup à la BD, voilà, c'est vraiment le truc de 4 mots à retenir. Alors, la phrase était plus marrante en anglais, mais parce que ça a été traduit. Et là, vous avez un mot de passe, même tout en minuscule, même tout attaché, vous avez un mot de passe qui est assez résistant au cassage par force brute. Donc, c'est cette méthode de cassage de mot de passe où on va tester toutes les combinaisons possibles, jusqu'à trouver la bonne combinaison, quoi. Et aussi, un truc que je n'ai pas mis dans les règles, il y a mot de passe fort, pas le même partout, et puis le triptyque, la troisième, c'est les changer régulièrement. Alors, surtout pour ces accès critiques, mais les changer régulièrement. La moyenne, c'est plutôt de dire 2 ans pour les comptes lambda, 1 an pour les comptes critiques, quoi. Encore une fois, ça dépend du contexte. En fait, j'avais fait une slide sur la double authentification, donc voilà, un petit rappel sur ce que je sais. Alors, il y a aussi la question des clés matérielles. Ça se répand de plus en plus. Il y a YubiKey, notamment, qui fait ça. Donc, c'est une clé que vous allez mettre sur votre PC. Vous pouvez la connecter sur votre smartphone. J'ai vu ça récemment par NFC, en fait. Vous allez pouvoir juste la plaquer contre votre smartphone. Vous n'allez pas la brancher en USB, quoi. Et là, ça vous fait un double facteur d'authentification, en plus des mots de passe que vous allez rentrer sur votre smartphone, quoi. Puis la biométrie, voilà, il y a certaines situations où ça peut justifier. Avec une petite anecdote aussi par rapport à la biométrie. Parce qu'une empreinte digitale et un visage, pour prendre ces 2 facteurs-là biométriques, ça s'utilise, y compris si vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Par exemple, si vous êtes en train de dormir ou si vous êtes bourré. Je dis ça parce qu'il y a des articles qui popent de temps en temps avec des situations, souvent de conjoints violents, toxiques, et de femmes souvent des femmes qui veulent partir d'un foyer. Et dans la relation éminemment toxique, on a un conjoint qui utilise le fait que sa conjointe dort pour déverrouiller son téléphone parce que le téléphone est verrouillé par empreinte digitale. Donc, il faut savoir que ce genre de situation, c'est toujours la question c'est bien de partir de situations qui existent pour savoir comment réagir, en fait. Et là, typiquement, la biométrie sur les smartphones, que ce soit le visage ou les empreintes digitales, est détournée en profitant du fait que la personne n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc, il faut juste savoir ça, à mon avis. Il y a des situations où ce n'est pas forcément adéquat d'utiliser la biométrie. Encore une fois, sans rentrer dans la parano. Mais voilà. Et j'ai mis, du coup, l'authentification double facteur réduit considérablement les risques de piratage, en sachant que pour la plupart de ces facteurs-là, il y a des manières de les contourner. Par exemple, la carte SIM, pourquoi pas recevoir un SMS, mais il y a une méthode qui s'appelle le SIM swapping, qui est relativement accessible au commun des mortels, pour peu qu'on s'en donne les moyens et qu'on aille chercher les bons tutoriels. En gros, ça va dupliquer votre carte SIM, et la personne qui va... Enfin, vous allez recevoir un SMS d'authentification, et la personne à qui vous avez dupliqué la carte va le recevoir. Ça va doubler votre carte, en fait. Il faut savoir que ça existe. Donc, c'est pas non plus... Il n'y a pas de sécurité absolue, de toute façon, c'est aussi la chose à retenir. Mais il y a à chaque fois des failles pour ces différentes méthodes-là. Mais ça réduit, on va dire, à 99% les problèmes que vous pourriez avoir pour de l'authentification. Si, encore une fois, c'est un peu résumé. Maintenant, les données hors ligne. Je pense que je ne vous apprends rien. Un PC en fonctionnement génère de multiples traces. Il y a les fichiers qui sont enregistrés, les dossiers. Il y a la journalisation, les logs. Il y a les processus. Tout ça va être enregistré à de multiples endroits, surtout le disque dur, aussi la mémoire vive. Mais l'avantage de la mémoire vive, c'est que une fois qu'elle n'est plus alimentée en électricité, ces données-là disparaissent. C'est juste des données qui sont utiles pour le fonctionnement normal de la machine. Par contre, le disque dur, on veut qu'elle reste, donc c'est des données qui sont rémanentes. Il y a une analogie que j'aime bien, souvent quand je parle à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, c'est utiliser la métaphore de la cuisine. Un ordinateur, finalement, quand on réfléchit, c'est une grande cuisine. Il y a un chef cuistot. Plus il est compétent, plus le processeur va vite. En fait, alors c'est le processeur. J'ai un peu spoilé. Donc voilà, vous avez le chef cuistot, le processeur. Vous avez le plan de travail. Le plan de travail, pour moi, c'est la mémoire vive. C'est-à-dire que quand le chef cuistot, il s'en va, donc en gros, quand le PC il arrête de fonctionner, le plan de travail, je ne sais pas si vous avez déjà bossé dans la restauration, mais le plan de travail, il ne reste rien dessus, il est nickel. Donc, vous rentrez dans la cuisine après que le chef cuistot soit parti, vous trouvez un plan de travail qui est vide normalement. Et il y a les données rémanentes, là c'est la chambre froide. Et là, la chambre froide, c'est le disque dur. Il faut se poser la question de le point central de votre confidentialité sur votre PC, c'est valable pour votre smartphone, ça va être le disque dur. Et là, il y a cette recommandation que j'ai mise, c'est si les données ne sont pas chiffrées, elles sont lisibles par n'importe qui a accès au disque dur du poste.
J'insiste là-dessus, parce qu'on a l'impression, alors c'est pas tout le temps le cas, mais on a l'impression que le mot de passe qu'on tape pour déverrouiller sa session est un mot de passe qui protège ses données. Ce n'est pas le cas. Les données, en général, sont, comme on dit, en clair, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura accès à votre poste, par exemple un voleur, peut juste retirer le disque dur, le brancher sur un autre poste, le sien, et il va voir toute l'arborescence de vos fichiers, en fait. Je dis que ce n'est pas tout le temps vrai parce que le chiffrement a tendance à être installé de base sur pas mal d'écosystèmes. Je sais que l'environnement Apple, bien que pas très familier de cet environnement-là, je sais que l'environnement Apple est beaucoup plus dans le chiffrement de base depuis pas mal d'années. Windows commence à s'y mettre avec BitLocker, qui est le logiciel propriétaire qui s'occupe du chiffrement. Quand je dis chiffrement, tout le monde voit ce que c'est ou il y a besoin de... Parce que je suis allé peut-être un peu vite là-dessus. Rendre inintelligibles des données qui sont lisibles, en fait. Quand vous... par exemple, quand vous remplacez des lettres de l'alphabet par leur position dans l'alphabet, vous remplacez le A par un 1, le B par un 2, etc. Vous faites du chiffrement, en fait. Donc ça existe depuis bien avant l'informatique. C'est juste qu'aujourd'hui, on utilise des maths, en fait, notamment la factorisation de nombres premiers, pour rendre très complexe le déchiffrement de données chiffrées, en fait. Donc pour le faire dans un sens, mais pas dans l'autre. Ou alors pour le faire dans l'autre, mais seulement avec une autre clé. Ça ne fait pas partie de la discussion de ce soir, mais voilà pour le chiffrement. Et donc, quand vous avez un ordinateur, disons sur Windows, de base, l'installation va peut-être vous proposer de chiffrer vos données, mais de base, ne va pas vous le faire, en fait. Et donc, si quelqu'un tombe sur votre disque dur, il va voir tout. Je vais vous donner encore une anecdote là-dessus. J'ai un ami qui fait régulièrement les encombrants et qui m'a ramené une fois un PC portable, bon, un peu obsolète, mais il m'a dit, bah tiens, voilà, regarde ce que tu peux en faire. Il y avait même le chargeur et tout. Moi, naïvement, je l'ai juste allumé et, bonne nouvelle, il y avait un mot de passe sur le BIOS. Donc, en gros, il y avait un mot de passe qui rendait très compliqué l'accès au matériel. Alors, il y a des manières de chanter ça, mais en gros, je ne pouvais pas juste allumer l'ordi et accéder à l'ordi. Mais je me suis posé une question bonus. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'enlève le disque dur et que je le branche sur mon PC ? Et je me suis dit, bah, vu qu'il y avait un mot de passe BIOS, ça se trouve, le PC, il est chiffré, en fait. Parce que c'est quand même une sécurité que tout le monde n'active pas, en fait, qui est intéressante, hein, mais que tout le monde n'active pas. Et j'ai branché le disque dur, il n'était pas chiffré. Alors, il se trouve que j'ai réussi à savoir à quoi était utilisé le disque dur. C'est un PC professionnel d'une agence immobilière que je ne citerai pas, qui est à Caen. Et j'ai eu accès, donc évidemment, à l'intégralité des dossiers, enfin la plupart des dossiers immobiliers qui pouvaient transiter sur ce PC. Donc ça pouvait être des gens qui cherchaient une location, ça peut être tout un chacun. À partir du moment où vous donnez un dossier pour être locataire à une agence immobilière, vous auriez pu vous retrouver sur ce PC-là, en fait. Donc c'était ça, c'était des gens qui voulaient vendre leurs biens, c'était des gens qui voulaient acheter un bien. Donc je vous laisse imaginer le nombre de documents que vous devez donner dans ce genre de situation et qui se sont retrouvés entre mes mains, en fait. J'ai trouvé des données par rapport à la personne qui est salariée et qui utilisait ce truc-là. J'avais trouvé sa carte d'identité, etc. Je précise que je me suis donné en règle d'utiliser aucun outil pour trouver tout ça. J'ai juste exploré l'arborescence de fichiers, je n'ai utilisé aucun outil. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe si j'utilise rien. C'est-à-dire je ne cherche pas de trucs spécifiques ni rien. Et le deuxième truc, je ne suis pas allé chercher les données supprimées. Parce qu'on peut en parler aussi. Les données supprimées, c'est assez commun maintenant de savoir ça. Les données supprimées que vous mettez dans la corbeille et vous videz la corbeille, elles ne sont pas vraiment supprimées du disque dur. Il y a des moyens assez simples de retrouver ces données-là. Heureusement, quand on a supprimé un truc qu'on ne devait pas supprimer, malheureusement, quand il s'agit d'effacer des traces, quoi. Et donc, ouais, ce disque dur, j'ai trouvé énormément de choses et je me suis juste positionné dans l'arborescence et j'ai juste fait une recherche en disant je veux chercher tous les documents qui finissent par .pdf. Et j'ai fait une autre recherche en disant je veux chercher tous les documents qui finissent par .doc, doc, les formats Word. Et j'ai juste regardé ça. Je ne suis pas allé au-delà. Et tous les documents dont je vous ai parlé, c'était des fichiers qui étaient dans ces deux catégories, en fait. Et ça m'a pris moins de 5 minutes. J'ai juste ressorti des dizaines et des dizaines de documents. Alors, je finis quand même pour ne pas passer pour un énorme psychopathe. Qu'est-ce qui est arrivé à ce disque dur-là ? Je l'ai détruit. Je me suis tâté d'envoyer un mail à l'agence concernée. Finalement, je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'aurais dû. Mais je l'ai détruit, j'en ai aucun intérêt. Mais vraiment, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passait si quelqu'un d'autre que moi ou quelqu'un de mal intentionné tombait là-dessus, en fait. Parce que ça mettait les données personnelles, dont des cartes d'identité, à jour de plein de gens, en fait. Donc, c'est une question aussi à se poser de comment... Vous avez sûrement entendu parler du RGPD, de la RGPD plutôt. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je vois ça dans le cas de mon taf. Alors, ça fout un bordel monstre. La direction n'est pas du tout contente de mettre du pognon sur la table, en gros, pour se mettre d'accord là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a des entreprises qui ne vont pas bouger grand-chose dans l'organisation pour être respectueuses de cette réglementation, mais c'est plutôt bien, parce que ça met un coup de pression sur les entreprises qui gèrent vos données personnelles, et je pense que d'ici quelques années, la situation du PC là, dont je parlais ne devrait plus se reproduire pour peu que les agences respectent cette fameuse réglementation.
Et du coup, alors j'ai quand même fait un truc pour le chiffrement. Donc les données chiffrées ne sont lisibles que si vous disposez de la clé pour les déchiffrer. Par clé, entendez phrase de passe. Concrètement, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous chiffrez un PC? Concrètement, c'est juste que vous allumez votre PC, ça va vous demander un mot de passe. C'est juste ça qui va se passer en fait. Donc en fait, c'est comme quand vous déverrouillez votre session, sauf que là, vous ne déverrouillez pas votre session, vous déverrouillez les données, la lecture des données. Vous pouvez laisser également un mot de passe de session. S'il y a plusieurs personnes qui utilisent votre poste, ça peut être intéressant de mettre quand même un mot de passe de session. Moi, par exemple, mon PC personnel, personne d'autre que moi l'utilise, du coup, j'ai qu'un seul mot de passe à taper, celui qui déchiffre mes données, quoi. C'est tout. Donc c'est ça qui va changer dans votre quotidien. Ça n'impacte pas les performances du PC, je le précise. C'est juste que les données qui vont être écrites de manière inintelligible, quoi. Alors après, il y a un risque, hein, c'est si vous perdez votre clé, vous perdez vos données. C'est aussi le truc à savoir, il y a toujours un coût à payer, quoi. J'ai mis les algorithmes qui sont utilisés actuellement, sont robustes. Alors, actuellement, parce que vous avez peut-être entendu parler de l'informatique quantique, je ne suis clairement pas du tout un expert sur le sujet, je m'en réfère aux articles des gens qui sont bien plus pointus que moi sur le sujet et qui ont l'air de s'y connaître, enfin en tout cas ils ont un pédigré qui montre qu'ils s'y connaissent. Ça va rebattre les cartes. Ça rebat déjà les cartes sur les questions de chiffrement, en fait. Il y a déjà des entreprises qui sont proactives sur les algorithmes qu'ils utilisent. Par exemple, Signal, par exemple Apple, ces deux boîtes-là, Signal en premier, entre parenthèses, ont déployé des algorithmes qui sont résistants à l'informatique quantique. Donc, en gros, ces ordinateurs qui, pour l'instant, de ce que l'on sait, sont encore à l'état de prototype, vont rebattre les cartes au niveau des algorithmes qu'on utilise actuellement au niveau du chiffrement, mais partout. Et donc, ça fait un moment que pas mal d'experts et d'expertes en cybersécurité se posent des questions là-dessus. Et il y a déjà des travaux, en fait. Donc, on n'est pas laissé, on va dire, on ne va pas se retrouver un jour le bec dans l'eau avec des trucs qui vont pouvoir être cassés comme ça en claquant des doigts. Voilà, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Et du coup, oui, une redite, ne pas oublier sa phrase de passe si on perd ses données. On se pose la question des sauvegardes. Je ne l'aborde pas sur la discussion de ce soir, mais la question des sauvegardes, ultra importante, hein, sur la question de garder ces données. Alors, les données en ligne, on peut se poser la question de, à un moment, les supprimer. Donc là, je suis dans la situation où on veut revendre un PC, par exemple, ou un disque dur, et on veut supprimer définitivement ces données. Je vais parler seulement de l'environnement Linux, mais vous pouvez complètement l'appliquer à d'autres environnements, notamment Windows et Mac, parce qu'il y a des outils similaires qui existent sur ces environnements-là, évidemment. On va parler de formatage long. Donc, en gros, quand vous faites un formatage rapide, vous dites au disque dur, en fait, le disque dur, il a un annuaire de où sont situées les données au début du disque. Et en fait, quand vous supprimez des données, que ce soit sur la corbeille ou en formatage rapide, vous brûlez cet annuaire, en gros. Donc vous dites au PC, tu peux utiliser ce disque dur, tout l'espace est libre. N'empêche que les données sont toujours là. Vous avez juste brûlé l'annuaire, quoi, l'index. Formatage long, c'est vous allez brûler l'annuaire, mais vous allez remplacer les données. Vous allez vraiment faire place nette, quoi. Donc c'est de ça dont on parle quand on va parler de formatage logiciel ou formatage long. J'aborde la commande shred. C'est un outil qui ne s'utilise qu'en terminal de commande, il ne faut pas avoir peur, c'est pas très... Peut-être que sûrement certaines l'utilisent ici, mais ce n'est pas un outil qui est si complexe que ça. Et c'est surtout, il y a des outils par le terminal qui sont extrêmement puissants et qui n'ont pas d'équivalent en interface graphique. Et donc je parle de la commande shred. De base, si vous n'utilisez pas d'option, il va faire 3 passages, ce qui peut être assez long pour la taille du disque. Alors moi, je me rappelle qu'en 2000, alors ça date, hein, en 2018, j'avais formaté, sans faire exprès, j'avais formaté le disque dur de mon PC. Alors, commande à manier avec précaution. Et voilà, je parle en connaissance de cause. Et c'est ce jour-là où j'ai appris à faire des sauvegardes, entre parenthèses. Un disque dur mécanique de 2018 de 500 Go, 3 passages, ça m'a pris 14 heures. Donc, ça use prématurément le disque, parce que être en lecture-écriture d'un disque pendant 14 heures, bah, ça va vraiment... C'est comme si vous allumiez et vous éteigniez une ampoule pendant 14 heures. Au bout d'un moment, l'ampoule, elle ne va pas apprécier, quoi. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que votre disque, il est réutilisable. Il existe une autre méthode qui demande très peu de compétences techniques, qui est efficace malgré les évolutions technologiques. Là, même si la NSA fait énormément de bons technologiques, on est à l'abri. C'est extrêmement rapide, ça prend en général 1 ou 2 secondes. Ça peut être appliqué avec plusieurs outils. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que le disque n'est pas réutilisable. Est-ce que vous avez une idée de quoi je veux parler ? Le marteau, la masse, vous prenez un objet lourd, pas un objet lourd et fragile, hein, juste un objet lourd et vous le lâchez à 1,50 m de hauteur sur votre disque dur, peut-être plusieurs fois. Moi, je l'ai déjà fait avec une masse, c'est extrêmement drôle, entre parenthèses. Et puis, ça vous permet de voir à quoi ressemble un disque dur de l'intérieur, entre parenthèses. Hein. Ça peut être aussi pédagogique, quoi. Donc, formatage physique. Moi, c'est le truc que je conseille. Hein. Si un jour vous vous débarrassez d'un ordi et que vous avez un disque dur que vous ne voulez pas garder,
Vraiment, vous ne faites pas chier avec une ligne de commande. Hein. C'est très bien comme ça. C'est bien de l'utiliser, la ligne de commande, hein, je ne dis pas, mais dans ce contexte-là, pourquoi se faire chier, quoi. Vous avez peut-être, alors, pour cette question-là, sur le formatage rapide par rapport au formatage long, vous avez peut-être vu passer la vidéo de Micode, je crois que c'est Micode qui a fait une vidéo, ou Underscore, je ne sais plus, sur, en gros, c'est un vidéaste qui fait des vidéos sur les nouvelles technologies, et il a acheté des disques durs sur Le Bon Coin ou des PC reconditionnés sur Le Bon Coin. Et en fait, il partait du postulat que les gens avaient fait du formatage rapide et ils récupèrent les données. Bon, je ne vais pas en parler 2 heures, mais il trouve des trucs de gueudin. Et pas forcément, de ce que je me souviens, pas forcément illégal, mais quand même, il trouve des trucs de flingués, quoi. Et c'était aussi une vidéo un peu pédagogique pour montrer que c'était très important de formater, donc il donne à peu près les mêmes conseils que je donne là. Je ne sais pas s'il parle du formatage physique, mais en tout cas, il parle du formatage long, quoi. Voilà pour les données hors ligne. Je regarde, on est à peu près bon pour le temps. Il n'y a plus que cette section-là, je crois. Pour les données en ligne, là, on va encore faire des rappels. L'adresse IP, il faut se dire que c'est son adresse postale. Quelqu'un qui veut communiquer avec vous, il doit avoir votre adresse postale. Donc, il a au moins cette information-là, sinon il ne peut pas vous envoyer de courrier ou de colis, que sais-je. Votre fournisseur d'accès, il a cette adresse, parce que c'est lui qui vous la fournit. C'est comme si quelqu'un vous donnait une adresse postale pour que vous puissiez communiquer. Donc, par définition, votre fournisseur d'accès Internet, il a cette adresse. Il l'a, et il a également votre vraie identité. Parce que, en tout cas, l'identité de la personne qui paye la facture. Donc, il y a un lien qui est fait, qui peut être potentiellement intéressant pour la maréchaussée, par exemple, entre votre adresse IP et votre vraie identité. En tout cas, l'identité de la personne qui paye la connexion que vous utilisez. Ces données, alors j'ai mis 2 ans, mais peut-être que c'est à mettre à jour. Ces données sont journalisées par les sites que vous consultez pendant au moins 2 ans pour les services qui sont hébergés en France ou qui ont des activités sur la France. Et j'ai remis, je fais des redites. Via votre UFAI, on peut retrouver votre identité. Donc, l'adresse IP, c'est quand même une adresse qui, dans un certain contexte, peut être assez intéressante à masquer. Et là où on va parler d'un outil assez connu pour ça, c'est Tor, qui est un réseau, qui veut dire The Onion Router, le routage en oignon. Alors pourquoi un oignon ? Parce qu'un oignon, ça a des couches, et l'idée comme dans Shrek, et l'idée de Tor, ça va être de mettre des couches entre vous et le site auquel vous voulez vous connecter. Et plus exactement, 3 couches. Sans entrer, alors on va reparler de chiffrement. C'est peut-être la partie la plus technique du truc, mais vous inquiétez pas, je vais réexpliquer s'il y a besoin. En gros, le principe, c'est faut imaginer que les paquets de données, c'est comme des colis. Si vous vous connectez à un site internet, ce colis, il est chiffré, il est envoyé sur le réseau. Pour qu'il est chiffré, en fait, il est mis, on met une enveloppe réputée inviolable autour, et si quelqu'un l'intercepte, ce paquet-là, il est censé ne pas pouvoir le lire, en fait. C'est la signification du petit S à la fin de HTTPS, c'est le petit cadenas vert. En théorie, un site bien configuré, il peut faire transiter des données entre vous et lui de manière sécurisée. Mais par contre, il a au moins besoin de votre IP, et vous avez besoin de son IP, en fait. Donc il y a au moins une donnée qui ne peut pas être masquée, parce que par définition, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas communiquer, c'est l'adresse IP. C'est là où intervient Tor. Tor, autour de ce paquet, va mettre 3 autres paquets qui vont avoir 3 couches de chiffrement. Et en gros, si vous voulez envoyer quelque chose au site, donc vous allez partir du Tor client, là, et vous allez arriver au premier nœud. Alors dans le réseau Tor, les serveurs, c'est ni plus ni moins que des serveurs, sont appelés des nœuds. Le premier nœud va recevoir ce paquet avec 4 couches, quoi. Et il va enlever la première, parce que la première, elle lui est destinée, en fait. C'est là où il y a son adresse. Il va enlever la première couche. Et là, il va tomber sur un autre paquet. Il ne va pas tomber sur vos données, il va tomber sur un autre paquet avec marqué « Envoie-moi au deuxième nœud », en fait. C'est là où le nœud intermédiaire arrive. Le deuxième nœud, il ouvre le deuxième paquet. Je pense que vous avez compris la logique. Il va tomber sur un troisième paquet qui dit envoie-moi au troisième. Et là, le troisième nœud, c'est intéressant parce qu'il a l'adresse IP du nœud qui lui envoie. En ouvrant le paquet qui lui est destiné, il a l'adresse IP du paquet vers qui il doit l'envoyer, mais il n'a pas votre adresse IP à vous, et il n'a pas l'adresse IP du site auquel vous connectez. Donc, en fait, le nœud intermédiaire, il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas où vous allez, en fait. Il ne fait juste que transférer. Et alors, le nœud le plus critique, c'est le nœud de sortie, le troisième, qui, lui, va avoir alors si je ne dis pas de bêtises, au moins l'adresse IP vers laquelle il doit envoyer. Et dans certaines situations, il doit avoir au moins comment il va renvoyer ça, en fait. Et c'est là où je dis peut-être une bêtise, donc je vais mettre des guillemets par rapport à ce que je viens de dire. Mais le nœud de sortie, c'est vraiment le nœud le plus critique. Et petite anecdote, il y a une association française qui s'appelle nosoignons.fr, qui existe depuis 10 ans, je dirais, et dont le seul objet... Alors, l'association, c'est marrant, vous pouvez aller voir leur statut. L'objet, c'est on récupère du pognon par des dons, et si on a des dons, on ouvre des nœuds de sortie, et si on a moins de dons, on ferme des nœuds de sortie. Je crois qu'ils en ont 8 ou 10 en permanence,
et suivant les dons qu'ils ont. Et le seul objet de leur association, c'est ça. C'est de créer des nœuds de sortie, de les mettre à jour, de les maintenir en activité en permanence. Et c'est des nœuds de sortie, on va dire, fiables, en fait. Parce que, voilà, dernier truc que je veux mettre par rapport à Tor, pour aussi qu'il n'y ait pas des bêtises qui soient faites via ce réseau-là, Tor n'est pas magique. L'adresse IP est une manière d'identifier des gens en ligne, mais c'est clairement pas la seule. C'est pas l'objet de la discussion de ce soir d'en parler, mais on peut l'aborder plus tard au bar à la limite si vous voulez. Mais c'est pas un outil magique qui garantit votre anonymat en fait. Donc Tor doit être utilisé avec d'autres outils et d'autres, même j'ai presque envie de dire d'autres réflexes de navigation pour garantir un certain anonymat en ligne. Et encore, comme je l'ai mis, il y a certains nœuds qui ne sont pas forcément opérés par des gens bien intentionnés. Il faut savoir que la NSA opère un certain nombre de nœuds Tor, mais la beauté de ce réseau-là, c'est que quand bien même il y a un certain nombre de nœuds compromis ou utilisés à des fins de surveillance, le réseau en lui-même reste fiable. Parce que la connexion qu'on a vue tout à l'heure, il faut savoir qu'une utilisation normale de Tor va renouveler cette connexion aléatoirement toutes les 15 minutes. Et vous pouvez la renouveler. Alors, elle va être différente pour chaque site que vous allez visiter. Chaque onglet que vous allez ouvrir, ça va être une configuration différente. Cette configuration va changer toutes les 15 minutes. Et si jamais vous êtes en mode parano++, la NSA me surveille, vous pouvez renouveler vous-même cette configuration à l'intervalle que vous voulez, quoi. Mais il n'empêche, ce n'est pas un outil magique, même s'il est super intéressant, il n'est pas magique. Et aussi, une autre chose à savoir, à vous de voir si ça vous pose un problème, votre fournisseur d'accès Internet saura que vous utilisez Tor. Parce que de base, votre fournisseur d'accès Internet, il sait tout ce que vous faites en ligne. Il connaît tous les sites Internet auxquels vous vous connectez. Ça peut lui être demandé dans un certain contexte, mais en général, il n'en fait pas grand-chose. Parfois, il en fait du ciblage publicitaire, souvent même. Mais souvent, il n'en fait pas grand-chose. Du jour au lendemain, si vous vous mettez à utiliser Tor pour toutes vos connexions, votre fournisseur d'accès Internet, il ne va plus rien voir. Il va voir que vous vous connectez à des nœuds Tor. C'est tout, parce qu'ils sont identifiés. Les nœuds Tor, c'est une liste publique. Hein. Donc, il va voir que vous vous connectez à Tor. Et là, c'est la question à vous de voir si ça vous pose un problème ou pas. Et dans ce domaine-là, il y a deux écoles. Il y a l'école de « je ne me connecte jamais à Tor chez moi parce que, en gros, je ne veux pas montrer que j'ai des choses à cacher ». Phrase qu'on a j'ai très peu prononcée d'ailleurs. J'aurais peut-être pu commencer par ça, mais je vais en reparler. Donc la personne qui dit « je ne me connecte jamais à Tor, je veux surtout pas… ouais. Exactement. C'est pour ça, sans configuration spécifique, si vous prenez un VPN, vous avez un pont, en fait. Vous avez un pont, donc votre fournisseur d'accès Internet, il sait que vous vous connectez à un VPN que vous avez configuré, vous avez acheté. Et ensuite, de ce VPN, donc VPN over Tor, je crois que c'est ça le nom, Tor over VPN, c'est ça, je ne l'avais pas dans le bon sens. Ça, c'est une méthode qui est préconisée pour à la fois que votre fournisseur d'accès Internet ne sache pas ce que vous faites, à part que vous connectez à un VPN. Et en plus, vous avez l'anonymat via Tor. Donc, c'est un peu une surcouche qui peut être intéressante. Et d'ailleurs, Tor le propose, quand vous le lancez, depuis quelques mises à jour, il le propose en disant, est-ce que vous vous connectez à Tor de façon classique ou est-ce que vous voulez configurer un bridge, quoi, un VPN, un serveur de sortie, en fait. Donc, ça peut être intéressant. Et du coup, pour les deux écoles, il y a l'école de « je ne me connecte jamais à Tor de chez moi » ou alors via un VPN. Et je me connecte seulement dans des bars, dans des restos, et trucs comme ça, la bibliothèque via Tor. Vous pouvez vous connecter à Tor via la bibliothèque de Caen, entre parenthèses, hein, si vous voulez, je crois. Et il y a l'autre école qui dit, si l'idée c'est de chercher une aiguille dans une botte de foin, à savoir les gens qui utilisent Tor, en fait, ils sont très peu nombreux. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez Tor, vous allez avoir une connexion Internet à part, entre guillemets. Et la question, c'est à vous de savoir si ça vous pose un problème ou pas. Et il y a Aujourd'hui, Tor est un outil qui est complètement légal à utiliser en France. Il y a d'autres pays, la Chine par exemple, où c'est illégal. Aujourd'hui, la réglementation française fait que cet outil est accepté et il n'y a aucun problème à utiliser. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ce ne sera plus le cas. Donc, la deuxième école, c'est ils cherchent une aiguille dans une botte de foin, on rajoute du foin, quoi. On cherche sur Tor la recette de tarte aux pommes, on envoie des mails à sa grand-mère via Tor, tout ce que vous faites via Tor. Moi, je suis plutôt de la deuxième école. La première peut se comprendre dans certains contextes. Et je ne jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui serait plutôt de la première école. J'ai mis café parce qu'en général, cette formation, je la fais le matin, mais ça peut être aussi l'heure pour un café, ou question ou autre. Et quand je dis question, c'est plutôt en mode échange sur ce dont je viens de parler. Je ne suis pas exempt d'avoir dit des conneries, et je vous incite à me corriger si j'ai dit des conneries. Mais voilà, c'est tout pour moi. Merci.